Donc, Sakil, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est de peut-être faire une petite introduction. Sakil, est-ce que tu peux te présenter et présenter la société Kerus? Complètement. Donc, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Donc, moi, je m'appelle Mohamed Ali Sakil. J'ai plus de 18 ans d'expérience. Je suis directeur outsourcing au sein du groupe Kerus. Et le groupe m'a mandaté justement pour venir à Maurice et puis apporter une nouvelle dynamique à Kerus Maurice. Aujourd'hui, le groupe Kerus fait plus de 3000 personnes à travers le monde. Donc, c'est une filiale internationale sur les différents continents, plus de 17 pays et 4 continents. On travaille autour de tout ce qui est data intelligence, donc la data, le digital, mais également le conseil. Le conseil aujourd'hui parce que toutes les sociétés doivent un peu suivre l'évolution du marché. Donc les sociétés doivent se transformer pour être beaucoup plus pertinents, avoir un meilleur ROI et beaucoup plus rentable. Donc nous, on les accompagne dans cette transformation-là pour justement avoir des leviers nécessaires pour avoir du coup être plus digital, plus numérique et un meilleur levier de transformation. Donc les trois piliers de Kerus, c'est la data, le digital et le conseil. Ok, merci. Donc on reviendra par la suite sur Kerus. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va parler de data visualisation. Quand tu m'as proposé ce thème-là, je ne comprenais pas parce que je ne sais pas ce que c'est que la data visualisation. Donc du coup, est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce que c'est que la data visualisation? Complètement. En fait, dans la data visualisation, il y a deux mots. Il y a la data déjà, premièrement, et deuxièmement la visualisation. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand on regarde des données, beaucoup de sociétés, les dirigeants regardent leurs données, mais il y a tellement de données aujourd'hui qu'ils ne savent pas vraiment comment prendre des décisions. Ils ne vont pas regarder un fichier Excel qui fait plusieurs centaines de milliers de lignes. Donc la data visualisation permet en fait d'extraire l'intelligence de ces données-là de façon visuelle afin qu'ils comprennent mieux leurs données et qu'ils prennent plus simplement des décisions. Je prends un exemple simple pour que vous compreniez. Je prends un fichier Word, simple. Je tape un grand texte dessus, un énorme texte avec plusieurs paragraphes, même police, tout en noir. Dedans, j'introduis ma date de naissance. Je le donne à n'importe qui d'entre vous, vous serez incapable de savoir où est ma date de naissance, au moins de prendre peut-être une petite demi-heure pour lire l'ensemble et dire tiens, ta date de naissance, elle est là. Par contre, je reprends le même fichier, je reprends ma date de naissance, je le mets tout simplement en gras et en rouge, je dis tiens, je reprends n'importe qui d'entre vous, où est ma date de naissance? Et là, il va dire tiens, elle est là. La data visualisation permet d'extraire l'intelligence des données et du coup de le mettre en valeur de façon visuelle. Donc quand je dis de façon visuelle, ça peut être un graphique, un camembert, et maintenant il y a de plus en plus de visualisation claire qui permet d'apporter cette intelligence aux données et du coup d'avoir cette vision et de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. D'accord. Et à qui s'adresse ce sujet-là? Alors ce sujet-là s'adresse à aux différentes strates des entreprises. Typiquement, quelqu'un qui est sur le terrain, un opérationnel, il a besoin de suivre ses ventes. Il ne va pas regarder son fichier Excel avec l'ensemble de son stock, l'ensemble des ventes, son chiffre d'affaires. Il va regarder, s'il veut une vision un peu consolidée, son dashboard. Le dashboard, c'est un ensemble de visuels qui est mis et disposé d'une telle façon afin qu'il puisse bien comprendre l'évolution de son chiffre d'affaires, l'évolution de son activité, vraiment dans son ensemble. Ça peut s'adresser également au C-level, au PDG. Donc ils arrivent, ils regardent, tiens, moi ça ne m'intéresse pas de voir un peu ce qui a été vendu, par contre je veux voir la tendance, où est-ce que j'en suis, comment je peux optimiser mon activité, comment je peux avoir un meilleur ROI, comment je peux optimiser l'activité commerce, l'activité RH, différentes activités. Et là, du coup, grâce à ces dashboards-là, ils arrivent à piloter l'activité et d'un seul coup de fil, attention, j'ai tel magasin qui est tel endroit, il ne fait pas suffisamment de ventes, la RH ne comprend pas pourquoi on n'a pas suffisamment de recrutement alors que l'objectif était d'une trentaine. Donc ça s'adresse vraiment à tous les niveaux. Et puis bien évidemment, chaque niveau aura en fait les données pour lesquelles il aura droit. Le PDG aura droit à toutes ces données. Le directeur du département retail par exemple ne verra pas le directeur du département logistique. Donc chacun verra ses données, chacun verra son activité à travers ces différentes dashboards. D'accord. Et donc tu as parlé, quand tu parlais de data visualisation, tu parlais aussi d'intelligence. Donc on va parler d'intelligence artificielle. Oui. Donc comment l'intelligence artificielle arrive dans ce sujet-là? Alors, en fait, c'est une évolution, on va dire, logique. Si on regarde bien tout son ensemble, à la base de tout, il y a quoi? Il y a la data, la donnée. Aujourd'hui, je prends n'importe qui d'entre vous, chacun un smartphone. N'importe qui d'entre vous a déjà peut-être été sur Facebook, a déjà peut-être commandé, ou ses proches, sa fille, son fils, commandé sur un site marchand. Ces données-là, aujourd'hui, on a de plus en plus de données. On a des données internes, on a des données externes, on a des données qui viennent du B2B, du B2C. Aujourd'hui, les personnes, que
ce soit dans le commerce, etc., savent exactement ce que vous achetez, ce que vous faites, à quel moment, pour combien, et quels sont les membres, et à quelle période. C'est-à-dire, on sait à peu près tout de vous. Bien évidemment, il y a des réglementations qui régissent toutes ces informations-là, parce qu'on ne peut pas mettre à disposition n'importe quelle donnée à n'importe qui non plus. Mais aujourd'hui, on est noyé, on est sous un déluge de données. Ce que je dis souvent, même lorsque j'étais en France et je présentais un peu d'autres thèmes, je dis souvent que la data, c'est le nouveau pétrole. Pour une simple raison, le pétrole aujourd'hui, on le prend, on le travaille, et après on l'utilise, on l'exploite pour avoir des produits finis, et on arrive à faire plein de choses, à rouler, à faire du plastique, enfin plein de choses. La data, c'est pareil. On a la data, on le transforme en informations. Ces informations-là, ensuite, on va les lier pour avoir des connaissances. Et une fois qu'on a ces connaissances-là, on va pouvoir mettre du visuel, de l'insight, de la visualisation. Et en dernier lieu, et je reviens à notre sujet, mettre de l'intelligence par-dessus. Donc l'intelligence, pourquoi on revient là-dessus? Parce que tout simplement, comme je disais, c'est une évolution logique. Donc aujourd'hui, la plupart du monde maintenant sont plutôt familiarisés par la data visualisation. Maintenant, il y a tellement de données. Donc au départ, on a parlé un peu, tu as évoqué le big data. Ben, aujourd'hui, on est dedans. C'est pas juste un effet de mode. Les données sont de partout. On est submergé de data. Donc maintenant, l'idée, c'est comment exploiter toutes ces données-là. Comment apporter l'intelligence à tout ça. Et là, du coup, l'intelligence artificielle arrive pour justement apporter une surcouche et nous aider dans notre job. D'accord. Donc les champs d'application, pour résumer, lorsqu'on est dans une entreprise, quels sont les champs d'application à l'intelligence artificielle? Alors, je vais être plutôt pragmatique. Je vais vous parler un peu d'expérience que j'ai déjà vue et même travaillé en France. Première expérience, c'est par exemple dans la RH. Dans la RH, détection d'une intelligence artificielle qui va récupérer des informations sur LinkedIn et qui, selon les différents filtres et les critères que tu vas mettre dans une interface, va te récupérer les profils sur LinkedIn et va te ressortir, du coup, en fonction, il va te mettre en interface de ton besoin le ou les profils qui répondent le mieux. Et pas plus tard que hier, parce que c'est un sujet qui me passionne, donc j'aime bien bouquiner là-dessus, j'ai vu qu'en Finlande, ils ont mis une intelligence artificielle qui produisait le meilleur alcool, en fait, alors que c'est lui qui a produit, qui a donné la recette. Comment il a fait? C'est simple, à partir de la data. Donc il a regardé quoi? Il a regardé les alcools qu'ils vendent le mieux, il a regardé les recettes qui sont les mieux perçues par le public, qui va dire tiens, cet alcool-là, il a été mieux vendu, etc. Il l'apprécie parce qu'il y a peut-être un petit goût fruité, un petit goût ceci, etc. Donc toutes ces données-là étaient mises en base. L'algorithme derrière, il faut dire les choses, quand on parle d'intelligence artificielle, on va dire c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui, mais derrière, il y a beaucoup d'algorithmes, et puis il y a d'autres éléments, peut-être qu'on discutera juste après. Donc cet algorithme a récupéré toutes les recettes, ceux qui sont les plus mieux perçus, et puis a sorti du coup la recette qui pour lui semblait le plus pertinent pour justement revendre, etc. Donc un exemple d'intelligence artificielle. On a parlé de RH. On parle également du grand public. Tout le monde a déjà, quelque part, une intelligence artificielle chez lui ou dans sa voiture. Pourquoi je dis voiture? Si on parle de GPS, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'un début d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on lui dit où est-ce que je vais aller, et il va calculer. Donc, il y a un algorithme d'optimisation de trajet qui va dire, tiens, il faut que tu passes par tel et tel chemin pour y arriver. Et ensuite, il y a un langage naturel qui va te dire, passer à gauche, tourner à droite, etc. Autre exemple, et ça c'est un exemple également personnel, beaucoup de monde, en France en tout cas, et puis dans les autres pays, ont besoin de ballon d'eau chaude pour se chauffer, avoir de l'eau chaude, etc. Chez moi, j'avais un ballon d'eau chaude avec une intelligence artificielle. C'est-à-dire, il regardait quand on se douchait, donc moi et ma famille, à quel créneau de la journée, et en fonction de ça, il calculait quand chauffer l'eau de telle façon à ce que quand tout le monde se douche, il y a suffisamment de volume d'eau chaude pour y arriver. L'intelligence artificielle, et là je répète, parce qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus, c'est pas une technologie ou quelque chose qui va, on va dire, supprimer un certain nombre d'emplois, c'est quelque chose qui va nous apporter une évolution de l'emploi. Donc les gens qui travaillent dans tel et tel domaine aujourd'hui, demain vont travailler dans d'autres domaines, mais pour s'adapter. C'est pas une disparition de l'emploi, mais c'est une transformation. Et puis, dans le retail, il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Un exemple, on a travaillé pour un grand groupe de luxe en France. On a travaillé
pour son PDG qui voulait justement la data visualisation sur son smartphone. Mais à un moment, il me dit, bah, écoutez, moi, j'ai pas trop le temps d'analyser tous ces chiffres-là, mais rajoutez-moi une intelligence artificielle pour justement qui me permet de simplement lire un texte et je comprends tout de suite ce que je dois faire. Donc, au-delà de la data visualisation qu'on a mis, on a rajouté une surcouche qui permet du coup d'avoir une intelligence textuelle, et du coup, le PDG de ce groupe-là était plutôt ravi et on a avancé là-dessus. Donc, de quoi avons-nous besoin pour construire une data visualisation si demain toutes les entreprises se mettent à ça, parce que je pense que c'est logique et ça nous permet d'aller plus vite. Donc du coup, quelles sont les recettes pour aller de l'avant avec la data visualisation? Aujourd'hui, une data visualisation, c'est pas simplement un camembert, c'est pas simplement un histogramme, ça tout le monde le fait. Aujourd'hui, une data visualisation, derrière, c'est également des bonnes pratiques. Avoir un dashboard, c'est pas je mets 3 histogrammes, un camembert, quelques filtres. Non. Derrière, c'est des gens qui vont l'utiliser. Donc il y a des bonnes pratiques en termes de construction de data visualisation. Typiquement, il n'y a pas de secret pour la data visualisation, c'est on regarde le comportement humain. L'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur son écran, il balaye son écran en général de gauche à droite et de haut en bas. L'humain, si on lui met plus de 7 indicateurs, une dizaine d'indicateurs, il va être perdu. Si on met plus de 10 filtres, du coup, il va dire bah, je ne sais plus comment analyser. Donc, il faut faire simple, visuel, quitte à faire plusieurs onglets. Donc ça, c'est une bonne pratique. Pareil, si je mets du orange à côté du rouge, j'aurai difficilement le moyen de comparer. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à voir, même des daltoniens, etc. Donc il y a des bonnes pratiques autour de la data visualisation. Donc tu as déjà des bonnes pratiques. Maintenant, comme je le disais juste avant, si on veut faire une bonne visualisation, ou même intégrer une intelligence artificielle, le cœur, c'est la data. Si on n'a pas de data, on n'aura pas de visualisation, et on ne pourra pas faire d'intelligence artificielle. Si on regarde juste un peu, comme on parle d'intelligence artificielle, son évolution. À un moment donné, on parlait plutôt de machine learning. C'est-à-dire qu'en fait, on intégrait dans des machines des comportements pour qu'ils puissent commencer un peu à apprendre, à imiter plutôt. Mais ce n'était pas suffisant. Dans le second temps, dans les années 2000, on a parlé plutôt de tout ce qui est deep learning. C'est-à-dire on a un apprentissage un peu plus approfondi pour justement qu'il se rapproche de l'intelligence humaine. On est encore loin du compte, mais on avance. Du coup, qu'est-ce qui a permis de passer du machine learning au deep learning? C'est la data. Plus on donne de la donnée, plus on montre également des exemples de comportements aux machines, plus ils vont s'approprier les mêmes comportements que nous, justement pour pouvoir nous guider. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle pour des chatbots, typiquement les sites marchands. Même les assistants chez les télécoms aussi utilisent beaucoup de chatbots. En France, on utilise des chatbots aussi dans les banques. Donc les banquiers maintenant deviennent plutôt numériques et puis on se connecte et ils arrivent à interagir avec nous. Mais derrière, toute intelligence artificielle qu'on met, on a besoin de data pour pouvoir faire. La prédiction, c'est également de l'intelligence artificielle. C'est des algorithmes, il n'y a pas un seul algorithme, qui permet du coup de se rapprocher des comportements humains pour prédire par exemple un phénomène de fraude. Pour prédire, dans le retail, quelqu'un qui est en train de regarder sur un site, tiens, je suis en train de cliquer sur iPhone, Samsung, encore iPhone. Ah, attention, il a cliqué plusieurs fois sur iPhone, il a un comportement pour dire, tiens, il va acheter. Donc derrière, ça nous donne des leviers pour justement optimiser les différentes activités. Et comme on l'a vu, ça peut être dans le retail, ça peut être dans les télécoms, ça peut être dans l'énergie, l'intelligence artificielle pour optimiser l'énergie. On parle beaucoup de Smart City à Maurice, c'est quelque chose également qu'on fait. D'accord. Et quelles sont les limites de l'intelligence artificielle? Pour l'instant, on est vraiment, on va dire, qu'à ses débuts, avec des chatbots ou avec certains contrôles contre les fraudes. Mais je pense que les technologies vont aller de plus en plus vite. Donc, quel est l'avenir dans les 5 prochaines années? Qu'est-ce qui va aller plus vite et comment on va y aller? Alors, ce qui va aller plus vite, c'est les technologies que vous voyez aujourd'hui. Il y a une accélération des technologies, que ce soit autour de la data, autour de l'intelligence artificielle, mais je rajouterai également autour des objets connectés, parce que moi, ma conviction, c'est effectivement, à un moment donné, on parlait beaucoup de data, on parle du digital, on parle plus de data intelligence, on parle de digital intelligence, mais il y a une convergence également avec tout ce qui est objet connecté. Aujourd'hui, la data, on ne récupère pas juste par les sites B2B ou par des données internes ou externes, mais on récupère également grâce aux objets connectés. Donc ces objets connectés-là vont être de plus en plus courants dans la vie de tous les jours, va apporter de plus en plus d'informations
dans les différentes entreprises, bien évidemment via des règles de partage de données. Et grâce à ça, avec les nouvelles technologies, on parle de réseaux neuronaux, on parle de, là il y a Google qui travaille sur également l'intelligence artificielle, mais avancée, pour justement atteindre un état de presque d'autonomie. Mais je dis presque, parce que bien évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut toujours parler de garde-fou. C'est-à-dire à quel moment on souhaite que notre intelligence artificielle s'arrête, je ne veux pas qu'elle aille au-dessus. Il y a des questions également d'éthique. Donc tout ce qui est IoT, robotique et puis algorithmique, en train de converger justement vers quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on a même des aspirateurs robots à la maison et qui aspirent. D'accord. Et quelles sont les formations et les compétences nécessaires pour travailler dans ce corps de métier, la data visualisation, l'IA, les big data? Alors aujourd'hui, je peux en parler parce que du coup, je suis dans le milieu et du coup, on recrute également des personnes de ce type-là. C'est des compétences qui ont déjà travaillé autour de la data, qui comprennent l'importance de la data, comment les manipuler, comment les extraire. Des profils de type mathématique. Pourquoi mathématique? Parce que dans l'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'algorithmique. Donc derrière, quand on parle d'algorithme, il y a des mathématiques pour justement arriver à un algorithme le plus proche possible du comportement humain. Et puis, il y a également toute la partie visuelle. La partie visuelle, c'est-à-dire un peu de bon sens aussi. Il n'y a pas que on va dire le scolaire qui apporte des compétences, c'est également la personne humaine. Donc, il faut un peu de bon sens également pour faire un tout et pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc la data, les mathématiques et puis bien évidemment du computing ou de l'informatique. Par exemple, ils veulent travailler là-dedans, un minimum du Python, un minimum de design avec un peu de mathématiques et de la data. D'accord. Et quand on parle de data scientist, est-ce que c'est ça comme métier ou c'est encore autre chose, être data scientist? Alors, data scientist, et je rajouterai également data analyst, du coup, ce sont des nouveaux métiers qui arrivent. On peut même rajouter data steward. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et je répète, on va être de plus en plus submergé par la data. La data, c'est pas juste elle est là, je vais l'exploiter. Il y a également une gouvernance autour de la data. Donc, et également, comme je disais, il y a tellement de données, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc, ces data scientists, ces data analysts va permettre et va aider certaines entreprises pour dire, regardez, aujourd'hui vous avez ces données-là, vous avez également plein d'autres données, il y a des corrélations que vous n'avez pas vues entre certaines données, que vous pouvez voir maintenant grâce à nous, parce qu'on a l'habitude de travailler et de creuser, de forer ces données-là, qui va vous permettre d'activer des nouveaux leviers. Un exemple simple, on a eu des data scientists du coup qui a travaillé pour un grand groupe automobile en France et qui du coup, grâce aux data scientists, a trouvé des corrélations de données qui leur a permis d'ouvrir une nouvelle activité de location de voitures en plus de la vente de véhicules notamment. Ils ont vu qu'il y avait une demande grâce à ces corrélations de données-là qui nécessitait du coup, c'est une opportunité également pour nous d'avoir un levier de génération de chiffre d'affaires par rapport à l'intelligence artificielle. D'accord. Vu qu'on a parlé formation et métier, maintenant parlons un petit peu local. Est-ce qu'il existe à Maurice, à ton avis, ou tu ne sais pas encore, des formations qui peuvent faire sortir des data analystes ou des data scientists, ou c'est pas encore, tu n'as pas encore trouvé cette formation? J'ai pas encore eu une formation, on va dire, très focusée là-dessus. Par contre, j'ai vu certains établissements qui s'orienter vers la data. Pourquoi? Je suppose qu'ils ont compris qu'aujourd'hui la data, c'est ce qui va leur permettre du coup de pouvoir travailler et de générer du business, du pipe, du chiffre d'affaires, mais également sécuriser. Quand je parle de sécuriser, on utilise l'intelligence artificielle dans la partie sécurité avec détection de mouvement, détection de forme, également dans la santé. On va revenir, le futur c'est également l'intelligence artificielle couplée avec la santé, pour des opérations qu'ils sont en train de faire à distance, des automates avec une intelligence artificielle qui connaissent et qui arrivent à reproduire tout ça. Donc à Maurice, je pense qu'il y a une vague de prise de conscience et petit à petit, je pense que ça va être intégré dans différents cursus pour arriver dans ce domaine. En tout cas, la data est liée, le digital est lié fortement et on va aller naturellement dans ce sens. D'accord, super. Donc merci Sakil. Ce que je te propose, c'est d'être un peu plus interactif avec le public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ma question, c'est par rapport au volume de cette data-là. Vous l'avez déjà mentionné, elle a beaucoup partout. Et maintenant, il y a des régulations qui commencent à sortir par rapport à l'utilisation, à l'exploitation de cette
data, est-ce que vous avez une idée des stratégies que les entreprises devraient mettre en place pour s'assurer qu'ils ne vont pas faire face à des conséquences judiciaires? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement les data, et quand on utilise les data, il faut toujours faire attention, en particulier aux données sensibles. Il y a deux types de data. Il y a la data, on va dire, de tous les jours, les données, tiens, il y a tel kilomètre entre telle et telle ville, il y a tel et tel chemin pour arriver à telle et telle ville, les données, on va dire, géographiques. Et puis il y a des données sensibles qui est propre à une personne. En Europe, on parle beaucoup, par exemple, de la réglementation GDPR. Et DPA à Maurice, qui est un peu plus, on va dire, contraignant que GDPR. Donc, c'est deux stratégies de gouvernance de données différentes, que ce soit des données standards et des données dites sensibles. On ne va pas traiter les données avec les noms, prénoms, et puis âge des personnes, etc. Il faut mettre en place une stratégie de gouvernance avec des types consentement pour respecter toutes ces données-là, pour respecter la vie privée en fait, des gens. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, avant qu'il y ait le GDPR ou le DPA, etc., une société comme Amazon savent quand est-ce que vous connectez, qu'est-ce que vous achetez, pour qui vous achetez, pour combien vous achetez, etc. Et puis comme par hasard, la prochaine fois quand vous vous connectez, ils disent « Bonjour monsieur Dubois, écoutez, vous avez acheté un PC, je vous offre une imprimante pour moitié prix. » Et moi, je me dis « Tiens, justement, j'avais besoin d'imprimante. Vous allez consommer, vous allez acheter. » Et on va tendre là-dessus. Maintenant, il faut réguler, c'est quelque chose d'important, mais en dissociant, que ce soit les données sensibles et les données, on va dire, standards. Oui, dernière question. Ouais. C'est une question similaire à ce qui a été posé. Ma question est plutôt, est-ce qu'on peut utiliser commercialement actuellement les data et que cette solution soit accessible aux entreprises qui sont des petites startups? Parce que, par exemple, dans une solution qu'on a développée en interne, on a touché à tous les sujets qu'on a discutés, c'est-à-dire le data cleaning, l'architecture de la base de données, la visualisation de ces data, et ensuite aussi sur la stratégie business de l'utilisation des data. Chaque domaine a des outils, des compétences bien spécifiques. Est-ce que le sujet n'est pas réservé, disons, à quelques grosses boîtes ou quelques usages commerciaux de grosses entités? Est-ce qu'on peut le faire en plus petite mesure? Alors, je répondrai déjà très simplement, je dirais oui et non. Et puis j'expliquerai pourquoi. Comme dans chaque société, ils ont un certain budget, petite société en général petit budget, pour société en général gros budget. Ce qui fait, ceux qui ont des gros budgets, ils vont pouvoir investir sur certains éditeurs qui ont déjà des choses très simples à mettre en place, simple entre guillemets, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais grâce du coup à cette force technologique, ils arrivent à mettre des choses intéressantes en place. Je pense à des gros mastodontes comme Microsoft, Google, etc. D'ailleurs, Microsoft, je pense que vous l'avez vu, va sortir une solution, on va dire, pour démocratiser un peu l'intelligence artificielle, les algorithmes juste avec du drag and drop. C'est l'équivalent, on va dire, de la data visualisation, mais sur l'intelligence artificielle. Je suis ça de près, parce que c'est intéressant quand même de voir ce qu'ils font. Maintenant, je reviens un peu à la petite structure. Donc, je dirais oui. Aujourd'hui, une petite structure, une petite société souhaite faire un site web. Il ne va pas utiliser des grosses machines de générateurs de code pour générer un site web. C'est cher. Il va dire, tiens, je vais prendre un développeur web, Drupal ou autre, pour générer mon site web. Ça va lui coûter moins cher et il va pouvoir quand même faire son site web avec toutes les fonctionnalités. Pareil, demain, vous voulez faire quelque chose avec une intelligence artificielle, avec une surcouche de la data vis, je ne vais pas utiliser des solutions qui existent aujourd'hui en surcouche de la data vis pour apporter cette intelligence artificielle, parce que forcément, il y a des coûts de licence, il y a des coûts de mise en œuvre, etc. Je vais simplement mettre 2-3 développeurs sur la partie plutôt Python, mais avec une expérience quand même algorithmique. Parce qu'effectivement, la seule chose que vous n'aurez pas, bien que maintenant il y a des algorithmes, on va dire en open source, on peut également trouver les plus courants, c'est l'expérience de ces algorithmes-là. Il y a des algorithmes tellement pointus dans tel et tel secteur, du retail, dans la santé, etc., que ça se monnaie quelque part. Donc vous pouvez commencer à faire, mais pareil, il faut que ce soit vraiment focus dans votre activité. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne faut pas partir de, tiens, je vais utiliser telle solution pour faire
quelque chose. Non. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et je remonte en amont. Qu'est-ce que me permet de faire cette solution? Et là, du coup, on arrive à avoir un compromis pour les grandes entreprises, les petites entreprises. Je dis ça en connaissance de cause, parce qu'effectivement, là-bas, on avait des grands clients, des grands groupes, des clients moyens, mais également des petits clients, avec des budgets moyens, petits, mais on arrivait à les aider, du coup, avec notre expérience, notre expertise là-dessus, pour les orienter sur des solutions, et également les orienter sur la bonne architecture, afin qu'ils arrivent, du coup, in fine, à répondre à leur use case. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas juste mettre l'intelligence artificielle ou la data vis parce que j'ai envie de mettre quelque chose, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Ça, c'est la véritable question. Et après, je regarde comment je vais le faire. Super. Bon. Merci beaucoup, Sakil. Merci à vous. Merci à tous.